Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Ravi de vous retrouver ici et pour une dernière fois dans le cadre de cette édition spéciale. On est ici et pour un dernier jour en direct du salon Educatech à Paris, Expo aux portes de Versailles. Educatech, vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable de l'innovation pédagogique. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Mais d'abord, au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à suivre aussi et les conseils à adopter pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà quelques-unes des propositions et surtout des questions que se pose notre partenaire Le Clémy avec la série La Famille Tout Écran. On découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle est avec nous en plateau aujourd'hui. C'est notre chroniqueuse du jour et elle a toujours une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'histoire parce qu'en effet, c'est main dans la main avec l'intelligence artificielle que le musée de l'armée a fait une exposition sur les dernières heures de la Deuxième Guerre mondiale. On fait un tour dans l'exposition tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Comment prévenir les cyberattaques et sécuriser les services numériques éducatifs? Voilà un autre thème de cette nouvelle édition, 28e édition du salon Educatech où on se trouve en direct aujourd'hui. C'est, vous vous en doutez bien sûr, un enjeu majeur pour les établissements scolaires et puis pour tous les acteurs de l'éducation, car à mesure que tous les outils numériques se multiplient, les risques de cyberattaques augmentent. Alors comment garantir la sécurité des données et des élèves, des enseignants bien sûr, tout en permettant une utilisation fluide et efficace des outils numériques? On va parler avec notre invité aujourd'hui, Yann Bonnet. Bonjour Yann. Bonjour Philippine. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes directeur du campus cyber à La Défense. On va en parler ensemble dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire Le Clémy et un nouvel épisode de sa série La Famille Tout Écran. On découvre ça tout de suite. Salut les petits loulous, on est en live avec Myriam et Erwan. Myriam, Erwan, on est déjà plus de 20 000 personnes sur le live. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever mon défi, le Yes Maris Challenge, pour gagner un incroyable cadeau? Yes! Myriam et Erwan, c'est un truc de dingue, on est en train d'exploser tous les records, il y a plus de 80 000 personnes qui vous regardent. Alors, pour réussir le Yes Marie Challenge, je vais vous proposer 3 gages. Le premier, faire la poule. Oh là là, ça c'est de la poule de compétition. Premier gage hautement relevé. Le deuxième gage, ça va être de toucher votre nez avec la langue. Allez, c'est parti. On va dire que c'est bon. Allez, troisième gage maintenant les amis, je vais vous demander de tondre la pelouse, mais avec la bouche uniquement. C'est parti, allez go. Non, non, oh, vous êtes sérieux? Vous alliez vraiment le faire, là? C'est fou, non? Je vous avais dit ou pas? Les gens, dès que tu leur parles de challenge, ils font n'importe quoi. Genre, moi, ça me rend dingue. Quand vous participez à un challenge sur Internet, réfléchissez aux conséquences avant de passer à l'acte. Vous pouvez vous mettre dans des situations ridicules, voire dangereuses. Faites le tri, les amis. Chérie, j'ai un challenge à te proposer. Je sens que ce challenge va me plaire. Tiens, alors c'est l'heure du vaisselle challenge. Ensuite, il y aura le sortir les poubelles challenge. Et pour finir, le massage de ta femme challenge. Ah, celui-là, je peux le relever sans crainte. Allez, tout autre chose à présent. À l'heure où les établissements scolaires se digitalisent, la question de la sécurité des données et des outils numériques est devenue, vous vous en doutez, primordiale. Alors comment garantir un environnement numérique sûr pour les élèves et pour les enseignants bien sûr, tout en soutenant l'innovation et l'accès aux technologies? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, à nos côtés, toujours sur le salon Educatech, pour en parler, Yann Bonnet. Yann, je rappelle que vous êtes le directeur du campus cyber. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous expliquer, peut-être pour celles et ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le campus cyber, ce que c'est? Quel est votre rôle aussi aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité? Oui, alors le campus cyber, hein, c'est une aventure qu'on a lancée il y a à peu près 3 ans. Donc c'est un lieu où, après 3 ans, on a plus de 5000 experts de la cybersécurité qui ont des accès
concret. C'est à peu près 1000 experts chaque jour. D'accord. Et l'idée du campus, c'est d'être plus fort ensemble. Donc en fait, on voit bien dans nos vies personnelles, professionnelles, le numérique est de plus en plus présent pour le meilleur. On s'éduque, on se soigne via le numérique. Et puis en même temps, il y a des nouvelles menaces qui, voilà, comme tout outil, ça dépend comment on l'utilise. Et donc cette dépendance au numérique, comme je disais, crée des nouvelles menaces, notamment cyber. Et donc face à cette menace qui est quand même assez élevée un peu partout dans le monde, qui ont des impacts très concrets. Par exemple, un hôpital qui est attaqué, c'est dans les minutes qui suivent un hôpital qui est désorganisé, où les infirmiers, les infirmières ne savent plus quel médicament a été prescrit. Ouais. Voilà, je sais pas, une mairie qui est attaquée, c'est une mairie qui ne sait plus gérer les passeports ou même les cimetières. Donc, face à cet état de la menace, l'idée c'est de regrouper et d'avoir une vision un peu écosystème, travailler beaucoup plus ensemble. Donc comme je le disais, on a plus de 300 organisations publiques et privées sur le lieu. On a des acteurs publics comme l'Agence de cybersécurité de l'État, l'ANSSI, mais aussi le ministère de l'Éducation. On a même les espions, ils assument, la DGSE, la DGSI. Voilà, ils sont présents. On a des acteurs de la recherche, tous les acteurs qui comptent en France, l'INRIA, le CNRS, le CEA, l'IMT. On a des écoles, des organismes de formation et on a des entreprises de la petite start-up au grand groupe. Et on a 3 grandes missions. La première, c'est l'éducation, parce qu'on est en pleine pénurie de talents. Les derniers chiffres de cette année de l'OCDE indiquent qu'on a plus de 60 000 postes non pourvus en France. C'est des millions au niveau mondial et c'est 60 000 postes en France. Donc, gros sujet sur l'éducation avec un énorme enjeu d'attractivité des métiers. Voilà, c'est très important de montrer en fait le sens de nos métiers. On est dans les métiers du care, de la protection. C'est moi le matin quand je me lève, je suis content de me dire que je vais protéger. Ça va être utile quelque part. Voilà. Et donc on a besoin d'attirer des nouveaux talents, aussi une diversité de talents, parce que c'est plus de 40 métiers en fait, les métiers de la cyber, des métiers techniques où il y a des femmes et des hommes qui excellent, mais aussi des métiers moins techniques, de la communication de crise, de la géopolitique, du droit. Voilà, c'est très riche. Donc, gros enjeu là-dessus, on va faire un certain nombre d'actions, notamment avec des partenaires comme Radio France, comme PIX, comme le CNED, l'ONICEP, pour attirer plus de talents. Des jeunes filles, justement, pardon, je vous coupe, mais vous parlez des jeunes filles et des jeunes garçons, j'imagine que c'est un sujet aussi. Effectivement, on a besoin de diversité, non pas dans une logique d'inclusion, mais vraiment dans une logique d'efficience. Voilà, si on n'est que des hommes ingénieurs, on pense tous pareil, ça ne fonctionne pas. On a besoin de diversité pour être plus fort. Donc la première mission, c'est vraiment l'éducation. La deuxième mission du campus cyber, c'est l'innovation. L'idée, c'est de ne pas laisser l'innovation à ceux qui nous attaquent. Et donc là, on travaille sur des sujets, comme on en a parlé tout à l'heure, sur l'IA appliquée à la cybersécurité, des sujets un peu plus lointains, la crypto post-quantique ou des choses de ce type, notamment avec les startups et les acteurs de la recherche. Et puis enfin, la dernière mission, c'est le sujet de la protection, parce qu'un énorme enjeu pour nous, c'est le passage à l'échelle. La cybersécurité, ça ne doit pas être réservé qu'à ceux qui ont de l'argent, les grosses entreprises. Et donc, on a un gros enjeu de protéger les acteurs un peu moins matures, parce qu'on voit en fait un état de la menace qui se déplace, notamment en ce moment vers les acteurs les moins matures, que sont les hôpitaux, les collectivités, les PME. Alors c'est intéressant ce que vous dites, merci beaucoup, parce que vous êtes au courant des cyberattaques qui ont récemment attaqué les ENT, les environnements numériques de travail, notamment les établissements scolaires. Ça c'était en mars dernier, mars 2024. Quels sont selon vous les principaux enseignements de ces incidents justement ? Déjà, effectivement, on en a beaucoup parlé dans la presse. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est dans l'intensité des attaques. C'est des attaques quand même qui ont eu des impacts, mais qui sont quand même assez faibles. C'est pas derrière, c'est probablement pas des acteurs étatiques. Ça ne se compare pas à des attaques d'hôpitaux, c'est ce que vous me dites. Voilà, par exemple. Même s'il peut y avoir des impacts importants, je sous-estime pas les impacts, notamment parce qu'il y a eu un peu
d'usurpation d'identité. De ce que je comprends, je n'ai pas obligatoirement toutes les informations, mais c'est probablement notamment des étudiants, des jeunes, qui ont réussi à récupérer des mots de passe, soit dans des bases de données un peu cachées sur Internet, qui ont probablement utilisé certains outils qui permettent, par exemple, des jeunes utilisent des fameux mods pour leur jeu, et certains pirates ont mis un petit virus dessus qui permet de récupérer probablement les mots de passe, ou c'est des mails aussi, des vols de mails avec les identifiants et les mots de passe tout simplement. Ce qu'il faut dire derrière, c'est que c'est pas impuni. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un certain nombre de jeunes qui ont été identifiés. La justice fait son travail et les enquêteurs. Et de ce que je comprends, certains jeunes ont eu des amendes et certains même ont du sursis, prison avec sursis. Ça, c'était une première, selon vous, sur ces sujets de cybersécurité, parce qu'on parle de l'éducation, bien sûr, dans le cadre d'Educatech aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on s'attaque à un hôpital, à un établissement scolaire, à un ENT, on peut être puni? Voilà, il y a ce message qui n'est pas assez passé, parce que souvent on pense que dans le numérique, on peut se protéger derrière des proxys, et c'est vrai que dans certains cas, c'est malheureusement assez possible, mais il y a un gros travail des enquêteurs, de la justice, et ça reste pas impuni. Il ne faut pas croire, c'est comme dans la rue, si vous faites un acte qui est illégal, vous avez une certaine responsabilité. On laisse toujours une trace, c'est ce que Exactement. vous voulez dire. Donc voilà, vis-à-vis de l'épisode de mars, premier message, on n'est pas dans une... il y a eu des impacts assez conséquents, avec des images qui ont choqué, mais ce n'était pas une intensité en termes de technique très, très élevée. Ça ne veut pas dire que le monde éducatif n'est pas menacé par des attaques plus élevées. Là aussi, on peut observer probablement des attaques de type rançongiciel. Donc c'est une petite application qui va bloquer un système, ou des attaques de type DDoS qui vont là aussi bloquer tout un système. Tout à fait. Alors en réponse à cet incident, le ministère avait intensifié la sensibilisation des utilisateurs à ce qu'il appelle la bonne hygiène numérique. À quel type de comportement, selon vous, les enseignants et les élèves aujourd'hui doivent-ils absolument être formés, sensibilisés pour se protéger justement? On voit effectivement qu'on a besoin de beaucoup plus sensibiliser sur ces fameux gestes d'hygiène, puisqu'on est ultra utilisateur de ces applications, de ces ENT. On voit aussi depuis le Covid que ces environnements numériques sont très utilisés dans le monde de l'éducation et servent justement pour améliorer la communication entre les enseignants, les parents, les élèves. Donc fatalement, quand ces outils sont touchés, ça se voit. Mais effectivement, c'est important de continuer à sensibiliser. Je sais qu'il y a un certain nombre d'actions du ministère qui ont été lancées, notamment l'opération Cactus, pour sensibiliser les jeunes sur le sujet. Il y a un certain nombre d'acteurs qui agissent dans ce domaine, et c'est extrêmement important parce que le numérique, dès le plus jeune âge, on l'utilise. Et donc c'est important de prendre conscience, encore une fois, des opportunités que ça offre, mais aussi des nouvelles menaces. Bien sûr, merci beaucoup. En tout cas, on arrive à la fin de cette première partie du talk. On va continuer bien sûr avec vous d'évoquer ce sujet ensemble. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui ici en direct du salon Educatech, Yann Bonnet, directeur du campus cyber. Yann, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, une exposition qui a lieu actuellement au Musée de l'Armée à Paris replonge les visiteurs au cœur des derniers grands épisodes de la Deuxième Guerre mondiale, le tout dans un environnement immersif créé avec l'intelligence artificielle. Totalement, sur 2 écrans Ultra HD d'une superficie de 65 mètres carrés. On revit 3 moments majeurs de la libération en 44-45. L'opération d'abord Overlord ou débarquement de Normandie, la plus grande bataille amphibie de l'histoire, mais aussi l'autre débarquement, celui qu'on appelle comme ça, qui est moins connu, celui qui a eu lieu en Provence en août-septembre 44, et enfin la libération de Paris organisée et menée par la résistance pour frayer le passage à la 2e DB, pour enfin faire de Paris, d'un Paris outragé, d'un Paris brisé, d'un Paris martyrisé, celui dont on sait qu'il a été un Paris libéré. Pourquoi prendre le parti de l'intelligence artificielle pour explorer justement ces pages de l'histoire, Jeanne? Alors tout d'abord, c'est dans le cadre de la mission 80 ans de la libération et des commémorations prévues en 2024 et en 2025 que l'Hôtel des Invalides accueille ce voyage immersif qui fait partie d'un projet plus vaste. Ça s'appelle le fil de la mémoire. Ça a été mené en collaboration avec Microsoft et Iconem. Le but, explorer grâce à l'IA une quantité absolument gigantesque d'archives datant de la fin de la guerre, et ce, à l'heure où les témoins directs sont en train de disparaître peu à peu. Alors l'exposition, elle présente d'un côté une galerie de portraits où on va rencontrer des témoignages, notamment celui par exemple de Tom Rice, un parachutiste mort en 2022, qui va nous raconter: nous ne savions jamais à quel moment l'un d'entre nous pouvait être blessé ou tué. De toute façon, il n'y avait rien à dire. Les soldats d'infanterie ne peuvent que ravaler leur cœur avec leurs larmes. Et dans une autre salle à côté, on fait un véritable plongée dans les photographies de l'époque, dans lesquelles l'IA, en fait, elle va faire des découpes au sein des photos qui vont permettre de créer un millefeuille en fondu perpétuel où on va voir ces foules soulagées, où on va voir ces enfants participer à l'effort des barricades, où on va voir ces généraux allemands au visage balafré, fermés sur leur défaite, où on va voir ces femmes rasées, exhibées, grimées de croix gammées, sur lesquelles on va, avec lesquelles on va jouer d'une certaine façon en les ridiculisant. Bref, l'IA, c'est un outil qui, évidemment, va permettre de rentrer dans la chair de l'histoire grâce à ces photos, grâce à ces vidéos qui nous font revivre ces heures troublées de l'histoire. Merci Jeanne. Alors où intervient justement l'intelligence artificielle de manière précise dans ce projet du fil de la mémoire? Alors tout d'abord dans la classification, mais aussi dans l'identification d'un patrimoine photographique utilisé pour les films qu'on voit donc dans cette exposition. Le patrimoine photographique, il vient autant de la RMN que de l'AFP, que du musée impérial de la guerre au Royaume-Uni ou des archives de la défense française. Évidemment, tout ça, c'est ce matériau dont le réalisateur Stéphane Landowski et les auteurs du site internet, parce qu'il y a aussi un site internet, vont utiliser, et le temps gagné en fait grâce aux algorithmes du traitement de langage, et ben ils vont servir pour trouver tel mot-clé, tel lieu au sein des lettres, des journaux personnels, et grâce à ça, ils ont créé une cartographie 3D dans laquelle en fait on va naviguer dans certains lieux de la Deuxième Guerre mondiale et de cette fin. Parmi eux, une immersion nous est proposée dans le quartier de Notre-Dame de Paris pendant ces journées du 19 au 24 août 1944, où on va voir les résistants en embûche, on va voir les policiers qui s'étaient positionnés devant les casernes de la cité à 6 h du matin pour protéger la ville et la libérer, des planques, fusils à l'épaule derrière les fenêtres alentours. On va vraiment voyager là-dedans. Et l'idée, en fait, elle suit la stratégie ministérielle sur l'IA qui a été lancée début 2024 par le ministre de l'Armée, Sébastien Lecornu, qui entend prendre le tournant de l'IA aux forces militaires de l'État, mais aussi, grâce à une expo pareille, faire vivre les acteurs, les lieux de la libération auprès de générations jeunes qui s'éloignent forcément de ces événements historiques. Effectivement, alors une véritable révolution pour les historiens. Dites-nous en plus. Ouais, c'est une révolution, comme vous le dites Philippine, pour l'historien. L'IA, en fait, elle est absolument essentielle. Elle va permettre de cibler des recherches dans des archives gigantesques, des bibliothèques en ligne comme Gallica, et on va pouvoir trouver toutes les occurrences des noms d'une rue, mais à travers des textes, mais aussi des images ou d'une profession, d'une personne qui s'est
Et elle va en permettre en fait, de synthétiser une quantité d'informations que l'homme lui-même seul ne pourrait pas faire. Et c'est bien ce qu'on cherchait à faire, ce qu'a cherché à faire depuis 3 ans l'Agence nationale de la recherche, dans un projet absolument incroyable qui s'est attaché en fait, grâce à l'IA, d'aller au fond d'un siècle de recensement de la population de 1836 à 1936 et donc d'étudier, avec un gain de temps délirant fait par l'IA, l'apparition, la disparition de certains métiers, imaginer de déceler l'évolution de l'espérance de vie, de la mortalité infantile ou l'impact d'événements historiques ou de crises économiques sur les mouvements de population. Imaginons, je ne sais pas moi, la guerre franco-prussienne ou la crise de 29. En fait, ça va servir les historiens, donc, mais aussi les généalogistes, les sociologues, les économistes. Bref, tout ça va constituer la chair de la connaissance de demain. Et cette exposition au Musée de l'Armée, elle est visible jusqu'au 18 décembre. Donc vous pouvez y aller pour suivre un peu ce pouls de l'IA au service de l'histoire. Effectivement. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas, pour cette chronique. On va continuer à parler aussi un petit peu d'intelligence artificielle, de cybersécurité de données avec notre invité. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on est toujours sur le plateau de l'école du futur, toujours avec notre chroniqueuse Jeanne Dreyfus et bien sûr avec notre invité Yann Bonnet, directeur du campus cyber. Est-ce que vous avez l'impression justement, pour faire suite à notre premier échange, on a parlé d'intelligence artificielle avec Jeanne à l'instant dans le cadre de sa chronique, la première partie était consacrée aussi à l'utilisation des données, les risques cyber, notamment dans les écoles. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la cybersécurité, c'est vraiment une priorité quelque part dans le milieu scolaire ? Oui, c'est à plusieurs niveaux, il y a plusieurs enjeux en fait. Le premier enjeu, c'est de protéger ces outils numériques qui sont de plus en plus utilisés. Et ça va avec, ça nécessite des moyens importants pour tous les acteurs, y compris les acteurs de l'éducation. Ça va, on l'a dit, par de la sensibilisation des enseignants, des parents, des étudiants, des élèves. Dans la sensibilisation, c'est pour des choses très simples. Ça va être de prendre le réflexe de changer ses mots de passe, de mettre à jour ses outils, de ne pas mettre ses mots de passe un peu n'importe où, de ne pas télécharger un peu n'importe quoi, quand on reçoit un SMS ou un mail où on vous promet l'iPhone qui n'est pas encore sorti, de ne pas cliquer. Voilà, d'avoir un peu de bon sens et d'avoir cette hygiène numérique. Donc ça, c'est un énorme enjeu aussi de sensibilisation, comme on le disait. Et puis je pense qu'il y a aussi un enjeu via le monde de l'éducation, parce que c'est un moyen aussi de former sur les enjeux de cette transformation numérique et de ses impacts. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux technologiques, on l'a parlé avec l'IA qui va avoir des impacts sur la façon d'enseigner l'histoire ou l'économie ou d'autres choses. Et c'est aussi le monde de l'éducation un moyen de mettre des petites graines, et on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation pour essayer de créer des vocations. Comme on le disait tout à l'heure, on est en manque de talent dans le domaine de la cyber. On a besoin de créer des vocations, et donc on a un certain nombre d'initiatives qu'on a lancées avec des associations. Je pense à l'association Class Code, la fondation C'est Génial, voilà, des acteurs comme Pix, pour essayer de faire en sorte que les jeunes comprennent ces enjeux et peut-être pour certains se disent que tiens, ça pourrait être des jobs intéressants pour leur futur. Pour l'orientation aussi, effectivement, et vous travaillez beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'on se pose la question, vous avez parlé très justement tout à l'heure des impacts et des risques qui se portent aujourd'hui sur les hôpitaux, sur des institutions gouvernementales notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les établissements scolaires pourraient être la cible en raison du caractère très spécifique de leurs données, des données d'enfants, l'adresse des enfants, parfois même leur dossier de santé à l'infirmerie? Est-ce que ces établissements scolaires pourraient être des cibles privilégiées au cours des prochains mois? Alors, effectivement, il y a des caractéristiques que vous avez soulignées vis-à-vis des données personnelles qui sont très importantes. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, en fait, on est tous des cibles de façon encore plus large. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains acteurs ont mis des moyens considérables, je pense notamment aux très grands groupes. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'attaquants, de cybercriminels qui sont là en fait pour gagner de l'argent
vont pêcher un peu comme au chalut et vont prendre dans leur filet ceux qui ont peut-être sont un peu moins matures ou ont un peu moins de moyens pour se protéger. Et donc du coup effectivement des acteurs comme dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation peuvent être en quelque sorte piégés et menacés par ces risques cyber. Hier vous avez participé, Yann, ici même à une conférence à Educatech. Quelles sont selon vous et ce que vous avez partagé dans le cadre de cette conférence les dernières avancées en matière de cybersécurité justement que vous avez partagées et qui pourraient justement nous être utiles à toutes et à tous? Déjà, voilà, effectivement, c'était une discussion extrêmement intéressante. L'idée, on voit bien qu'il y a des enjeux qu'on a rappelés tout de suite. Il y a des actions. Moi, j'ai vraiment l'impression que le ministère de l'Éducation voilà, a bien pris conscience que ces nouvelles compétences sont extrêmement nécessaires dès le plus jeune âge. Et donc, il y a des avancées dans les programmes pour éduquer et faire en sorte qu'on ait plus de compétences dans ce domaine. Il y a des enjeux qui sont pas simples à régler dans le domaine des outils de l'éducation. Il y a un partage de responsabilités d'acteurs entre certains socles numériques qui sont gérés notamment par le ministère de l'Éducation et les collectivités qui ont aussi un rôle à jouer. Donc il y a voilà, une articulation qui a travaillé pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Parce que la question n'est plus de savoir si on va être attaqué. En fait, voilà, c'est de savoir quand est-ce qu'on sera attaqué, quel que soit le milieu, éducatif ou non. Et donc il faut se préparer, se protéger, s'entraîner à la crise. Et d'ailleurs, ça peut être des moyens assez rigolos, sympas de jouer. Il y a des jeux à faire de simulation de crise, notamment avec des jeunes. C'est des choses qu'on organise régulièrement au campus. Maintenant, tous les derniers vendredis du mois, on reçoit des collégiens, des lycéens. Pour les former. Voilà, on fait un certain nombre d'actions aussi avec le ministère de l'Éducation dans le cadre du e-sport. Voilà, on fait des compétitions de e-sport. Alors il y a une ambiance incroyable dans le campus avec tous ces jeunes, un peu comme aujourd'hui avec voilà, beaucoup de bruit. Et en même temps, entre chaque partie de jeu, on en profite pour les sensibiliser. Justement, attention, si vous téléchargez des mods, il y a des petits risques qui peuvent arriver et on peut avoir des grosses conséquences. Voilà, donc on essaye de faire des choses de ce type. On va lancer une plateforme aussi, evolution.campuscyber.fr, pour aider les jeunes à trouver des stages, à trouver des apprentissages, ou les jeunes ou les moins jeunes à trouver des emplois ou des thèses. Voilà, c'est des choses et éclairer aussi avec l'ONICEP sur la variété des métiers et pas que d'ingénieurs. Il y a des formations Bac+2, Bac+3. Comment elle s'explique justement cette pénurie des métiers? Pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que vous parliez des dizaines de milliers de métiers qui sont disponibles aujourd'hui. On a l'impression qu'on fait partie, en tout cas on voit même ici à Educatech, une génération qui est accoutumée, qui est habituée quelque part au numérique, et on se dit mais pourtant il y a encore plein de jobs qui restent disponibles pour eux. J'ai envie de dire, c'est probablement cette transformation numérique, elle existe déjà depuis quelques années, mais c'est vrai que ça nécessite des nouvelles compétences. On a parlé en IA, dans plein de domaines, en cybersécurité, et c'est vrai que voilà, on a des organismes de formation qui forment et qui font leur job, mais on a besoin de passer à l'échelle et là, l'école, le collège, mais aussi les universités ont un rôle à jouer pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de compétences. On a aussi, ça s'explique probablement aussi par rapport à l'image qu'on a, probablement, et notamment les médias ont un rôle aussi à jouer là-dessus. Souvent, les reportages, quand on parle de cybersécurité, on va voir un homme avec une capuche, avec des chiffres, la matrix derrière et compagnie. C'est pas obligatoirement ce qui est le plus attirant pour un certain nombre de populations. Il faut montrer que ces métiers, c'est des métiers où l'humain est extrêmement important. On travaille en équipe, au niveau national, au niveau européen. Il y a des enjeux, comme je disais, géopolitiques, il y a des enjeux de droit, de communication. C'est des métiers qui sont très variés. Encore une fois, c'est des métiers de la protection qui ont du sens, qui sont très bien rémunérés. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site campuscyber.fr. On va petit à petit de plus en plus communiquer pour attirer des nouveaux talents. Eh bien, ce sera notre mot de la fin, si vous voulez bien. Merci infiniment. En tout cas, Yann Bonnet, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de ce campus cyber situé à La Défense. Merci d'avoir été parmi nous en direct ici depuis
Educatech. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, pour sa chronique autour de l'intelligence artificielle. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ces 3 derniers jours ici sur le salon. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à la même heure, 12h30, et toujours dans l'école du futur. D'ici là, passez une très bonne journée.